Des organisations appellent les États-Unis à inscrire Vivre Ensemble sur la liste des organisations terroristes. Dans une correspondance adressée au secrétaire d'État américain Marco Rubio, l'accord du 21 décembre et le parti politique Les Engagés pour le développement ont sollicité formellement l'inscription de l'organisation criminelle Vivre Ensemble sur la liste des organisations terroristes. Ces entités annoncent également qu'elles vont poursuivre cette démarche auprès des organisations internationales comme l'OEA et l'ONU. Pascal Adrien, signataire de l'accord du 21 décembre, est l'invité du journal. Il est avec nous pour approfondir la question. Monsieur Pascal Adrien, bonsoir et merci infiniment de votre disponibilité. Merci pour l'invitation. Bonsoir, Madame Barthelemy. Un plaisir d'être encore votre invité ce soir. Dans une lettre datée du 24 janvier 2025, des membres de l'accord du 21 décembre et également le parti politique aidé demandent aux États-Unis d'inscrire Vivre Ensemble sur la liste des terroristes. Pourquoi les signataires jugent-ils nécessaire d'inscrire les noms de Vivre Ensemble et surtout pourquoi maintenant? Il est extrêmement important de considérer Vivre Ensemble comme une organisation terroriste pour plusieurs raisons. Entre autres, pour renforcer les capacités des forces de l'ordre, pour avoir une puissance de feu supérieure aux criminels qui terrorisent la population haïtienne, pour enlever certaines restrictions qui explique que présentement, en termes d'équipement et en termes de matériel, la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti n'ont pas toute la latitude pour se procurer tous les éléments qui peuvent les mettre en capacité pour affronter et réduire à néant l'influence des criminels qui prennent la population en otage présentement. Pourquoi maintenant? En principe, si vous essayez de voir la progression de l'influence, ne serait-ce que géographique, des gangs présentement, des terroristes, comme nous voulons bien les appeler aujourd'hui, donc ce n'est qu'une question de temps pour l'encerclement définitif de toute la région métropolitaine de Port-au-Prince, de l'encerclement définitif de plusieurs autres départements, bref, de l'asphyxie totale du pays, tant au niveau social qu'au niveau économique. Est-ce que, comme citoyens, nous pouvons assister à cet état de fait sans prendre nos responsabilités? Est-ce que, comme leader politique, nous pouvons uniquement clamer notre impuissance par rapport à cet état de fait? Pour le 21 décembre et pour le parti politique aidé, la réponse c'est non. Et aujourd'hui, il y a lieu pour renforcer la capacité des forces de l'ordre pour venir à bout des menées criminelles de Vivre Ensemble. Il y a lieu que différents États du monde entier en général considèrent Vivre Ensemble comme entité terroriste, que l'État haïtien, que les forces de l'ordre considèrent Vivre Ensemble également comme une entité terroriste. Et à ce moment-là, nous sommes sûrs que nous serons en mesure d'inverser la vapeur. Il faut dire, nous avons adressé une correspondance au secrétaire d'État américain, certes, mais il s'agit d'abord et avant tout d'une véritable offensive diplomatique. Nous avons adressé des correspondances, une correspondance au secrétaire général de l'ONU. Nous allons dès demain continuer à acheminer d'autres correspondances à l'Union européenne, à la CARICOM, au Canada, à la République dominicaine, entre autres. Donc c'est toute une offensive médiatique. C'est de ça qu'il s'agit pour nous autres au niveau du 21 décembre et au niveau du parti politique aidé. Monsieur Pascal Adrien, concrètement, qu'est-ce que ces correspondances pourraient avoir comme résultat? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez? Très bien. C'est un plaidoyer que nous faisons. Et quand on fait un plaidoyer, nous sommes des structures politiques, donc ça s'inscrit en quelque sorte dans la dynamique de la diplomatie citoyenne. Donc c'est tout un plaidoyer que nous venons d'enclencher, c'est toute une activité de lobbying que nous venons d'enclencher.
et nous espérons vraiment de tous nos voeux que le plaidoyer ira jusqu'au bout, question de permettre au peuple haïtien de respirer. Est-ce que vous souhaitez quelques collaborations, notamment avec des structures internationales, afin que cette demande soit appuyée et afin que vous obteniez vos résultats plus rapidement? Présentement, il s'agit de correspondances qui font l'état des lieux de la situation, qui argumentent le bien fondé de l'inscription de vivre ensemble sur la liste des organisations criminelles. C'est sûr que dans les jours à venir, nous allons faire le tour de différentes chancelleries. Nous allons, pourquoi pas, faire en sorte que toute la société haïtienne s'approprie le plaidoyer, toute la communauté internationale comprenne la portée de ce plaidoyer et pour qu'ensemble, nous puissions, dans une dynamique de coopération entre Haïti et différents partenaires régionaux et internationaux, faire en sorte que les menées subversives, criminelles et terroristes des gangs haïtiens présentement, considérés comme gangs, mais des terroristes, pour répéter l'appellation la plus correcte, pour circonscrire la sphère d'influence de ces bandits, la sphère d'influence de ces malfrats. Mais il faut dire, c'est sûr que dans le cadre de cette émission, nous n'allons aborder que cette demande d'inscription de vivre ensemble sur la liste des terroristes, des organisations terroristes, mais notre correspondance adressée à Marco Rubio parle de différentes autres thématiques, dont la défense que nous faisons de nos frères et sœurs qui sont aux États-Unis présentement dans le cadre du programme Humanitarian Parole. C'est un plaidoyer que nous faisons aussi, mais je sais que dans le cadre de cette émission, nous n'allons parler que de vivre ensemble. Justement, mais j'allais justement le dire, outre la question sécuritaire, vous avez abordé d'autres sujets dans votre correspondance, notamment des défis politiques et économiques. Mais rapidement, parlons un peu de la politique, puisque c'est toujours un sujet d'actualité. Vous avez proposé 3 scénarios possibles dans votre correspondance. Rapidement, un aperçu de ces scénarios et surtout leur faisabilité. C'est ça. Donc pour nous autres, rapidement, les 3 scénarios, c'est qu'on peut avoir un conseil présidentiel à 9, à condition de mettre à l'écart les 3 inculpés dans le dossier de corruption de la BNC et à condition que les secteurs respectifs de ces 3 remplacent tout bonnement les 3 inculpés. Et un deuxième scénario, c'est de faire en sorte que les 9 parties prenantes s'entendent sur le choix de 3 nouvelles personnalités pour former un nouveau conseil présidentiel de transition. Et pourquoi pas, un 3e scénario, c'est faire en sorte que nous ayons un conseil présidentiel de transition à 3 membres, dont un membre en provenance de la société civile, un 2e membre en provenance du secteur politique et un 3e qui est un juge issu de la Cour de cassation. Donc, brièvement, ce sont ces 3 scénarios que nous avons, dans un premier temps, adressés à la CARICOM et en envoyant cette correspondance au secrétaire d'État américain, au secrétaire général de l'ONU et à différentes autres instances, nous avons bien pris le soin d'annexer à cette correspondance le contenu des 3 scénarios que nous avons précédemment proposés à la CARICOM. Pascal Aderien, comme dernière question, nous allons revenir justement à la question des gangs armés, notamment la coalition de Vivre Ensemble. Est-ce que vous avez consulté ou est-ce que vous allez avoir le support des membres du Conseil présidentiel de transition, puisque nous savons que l'accord du 21 décembre et même aidé ont leurs représentants au sein de ce Conseil? Il faut dire que depuis le 27 juillet 2024, en ce qui concerne l'accord du 21 décembre, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme. Nous avons fait en sorte de signifier à toute la communauté nationale et internationale que, vu les soupçons graves, pour ne pas dire légitimes, qui pèsent sur l'intégrité de notre représentant, et nous sommes vraiment circonspects et nous nous réservons le droit de prendre des mesures conservatoires à son encontre. Et quelques mois plus tard, soit au mois de septembre, dans une rencontre avec
les éminentes personnalités de la CARICOM. Le 21 décembre avait franchi un autre pas et nous étions justement en train de voir comment remplacer formellement notre représentant, lui, Gérald Gilles, pour ne pas le nommer. Donc présentement, c'est tout le Conseil présidentiel de transition qui est discrédité. C'est tout le Conseil présidentiel de transition qui met en péril l'avenir de la transition politique en cours. Je suis d'accord avec vous, c'est le Conseil présidentiel de transition qui aurait dû être investi activement dans la démarche que nous venons d'initier. Mais malheureusement, les préoccupations du pays ne sont pas celles du Conseil présidentiel de transition. Les préoccupations de la population ne sont pas celles du Conseil présidentiel de transition. Voilà pourquoi, malgré nos limites en termes de représentation étatique, nous nous armons de courage pour activer tous les leviers de cette diplomatie citoyenne. Question de voir comment infléchir la considération des partenaires internationaux à l'égard de cette problématique sécuritaire qui mine présentement tous les Haïtiens, qui mine la société en général. Pascal Adrien, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Tenez bon, merci. Merci encore. Voilà donc les propos de Pascal Adrien, membre de l'accord du 21 décembre. Il était l'invité de Métro News ce soir.